Bonjour et bienvenue dans notre podcast du cabinet As Avocat. Je suis Frédéric Picard, directeur du pôle contentieux et je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte Taillé. Bonjour. Notre podcast aujourd'hui est dédié au contrôle DGCCRF. Quel réflexe il faut avoir? Alors la DGCCRF, c'est une entité administrative qui est la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, alors de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soyons exacts, qui est effectivement une administration française relevant du ministère de l'économie. Elle a trois grandes missions. La première grande mission, c'est la régulation, concurrentielle des marchés, c'est-à-dire qu'elle veille au bon fonctionnement du marché avec une concurrence loyale pour éviter les abus de position dominante ou encore les ententes. Alors, elle a une compétence partagée avec l'autorité de la concurrence. Elle va également s'attacher à moderniser les règles de fonctionnement des marchés et pour lutter bien évidemment contre ces pratiques anticoncurrentielles. La deuxième mission, Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, je crois, c'est la protection économique des consommateurs? Exactement, la protection économique des consommateurs, ça va impliquer pour la DGCCRF de s'inquiéter de savoir comment est-ce que les professionnels respectent le code de la consommation pour éviter que ces derniers trompent le consommateur à travers des publicités mensongères, des faux avis en ligne, le non-respect de certaines règles comme le droit à la rétractation et par conséquent biaisent le comportement des consommateurs dans le cadre des marchés. Donc ça, c'est le premier aspect sur la protection des consommateurs. Ensuite, on a la sécurité des consommateurs. Et là, la DGCCRF, elle va se baser sur des indices européens sur la dangerosité de certains produits, comme les jouets pour enfants ou tous les articles de puériculture. Elle va travailler avec les douanes, notamment, pour justement s'assurer que les produits qui sont sur le marché et qui sont accessibles aux consommateurs ne sont pas dangereux pour eux. Et donc, plus largement aussi, la DGCCRF va également avoir un rôle international puisqu'elle va contribuer à la coopération internationale grâce à son expertise économique et technique en matière de concurrence et de consommation. Elle a une organisation qui lui est propre, donc elle est répartie en différents niveaux. Elle a un niveau national avec la DGCCRF qui est un peu l'unité centrale, j'ai envie de dire, le cœur. Et puis elle a un niveau régional où là elle va avoir des pôles avec des domaines bien spécifiques. Et enfin elle a les niveaux départementaux. Au niveau départemental, elle a ce qu'on appelle les directions départementales de la protection des populations. Et bien souvent, les sociétés, ou en tout cas les entrepreneurs, connaissent plus particulièrement cette entité qui vient faire des contrôles au sein de leurs locaux. La DGCCRF, comment agit-elle? Elle a effectivement des larges pouvoirs d'enquête et de pouvoirs de sanction. Sur les pouvoirs d'enquête, il y a trois facteurs déclencheurs qu'il faut avoir à l'esprit qui effectivement vont actionner une enquête de la part de la DGCCRF ou des entités qu'on a exposées précédemment. Tout d'abord, on a le programme national des enquêtes, c'est-à-dire que tous les ans, la DGCCRF va définir des thèmes et des secteurs qu'elle souhaite contrôler et pour cela, elle publie même un rapport, c'est-à-dire qu'on sait chaque année quels secteurs vont être visés et vont être concernés. Et donc, elle va faire des enquêtes nationales sur ces différents secteurs. Ça c'est le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, finalement, c'est les enquêteurs de la DGCCRF qui vont eux-mêmes se saisir d'un sujet de manière spontanée. Et le dernier, mais pas le moindre, Charlotte, c'est les réclamations des consommateurs. Alors, pourquoi? Et comment on peut un peu, du coup, se prémunir contre ces réclamations de consommateurs? Il y a chouchouter les consommateurs, effectivement. Très bien. Effectivement, il y a un certain nombre de règles et ça peut paraître un petit peu énorme pour un professionnel qui se lance sur le marché, en B2C en tout cas. Comment est-ce qu'il peut faire pour éviter un contrôle ou en tout cas pour l'anticiper? Alors, il faut effectivement pouvoir respecter au maximum les droits des consommateurs et ça passe par le fait d'avoir un bon service après-vente. Je pense quand même que ça peut être un bon conseil à prendre en compte. Et puis, respecter les règles de base qui sont quand même connues et assez faciles à mettre en place, comme le respect du droit de rétractation, par exemple. Parce que souvent, qu'est-ce qui va énerver un consommateur? C'est le fait qu'on ne lui réponde pas quand il a une problématique ou que finalement, il s'est rétracté. Et ça, on parle
notamment pour nos clients du e-commerce, nos auditeurs du e-commerce, ils vont pas être satisfaits parce qu'on ne respecte pas les 14 jours. Et c'est là où ils vont aller se plaindre à la DGCCRF. Et finalement, parfois, on se rend compte que 2 ou 3 plaintes sur un secteur d'activité qui est déjà dans le giron de la DGCCRF, ça peut suffire à lancer une enquête. Alors oui, avoir un super service après-vente, mais ne pas dire amen à tout, puisqu'effectivement, il y a parfois certains consommateurs qui abusent un peu de cette position. C'est pour ça qu'il faut bien se conformer aux lois et règlements, ce qui vous évitera, bien évidemment, en cas de contrôle, des sanctions. Et donc, bien évidemment, pour enquêter, la DGCCRF, en tout cas les agents de la DGCCRF, vont avoir différents niveaux de pouvoir d'enquête. On va d'abord avoir le pouvoir d'enquête ordinaire. Oui, c'est ça, ordinaire, où les agents vont pouvoir accéder aux locaux des professionnels pour y recueillir des documents, pour analyser un petit peu comment ça se passe, voire faire des tests éventuellement sur le fonctionnement de l'entreprise par rapport au secteur, en tout cas aux points qu'ils auraient identifiés comme problématiques au sein de l'entreprise qu'ils sont en train d'enquêter, auprès de laquelle ils sont en train d'enquêter, pardon. Oui. Et puis, on a des pouvoirs d'enquête exceptionnels et cette fois-ci, c'est sur autorisation du juge. Donc, ça veut dire qu'ils vont solliciter auprès d'un juge le droit d'aller faire une enquête parce qu'il y a une problématique spécifique. Et généralement, ça va porter plus sur les perquisitions. Voilà, effectivement, c'est le fait d'aller effectivement perquisitionner certains objets, des stocks, etc. Donc là, on a vu effectivement la sphère d'enquête. Quels sont les pouvoirs de sanction que peut avoir la DGCCRF? Alors, il y a tout un panel. Il y a de la sanction, j'ai envie de dire, faible jusqu'à la sanction très forte, voire on peut se retrouver devant le tribunal correctionnel. Quel est le premier type de sanction auquel on peut s'attendre? L'avertissement, c'est une première, enfin c'est même pas une sanction finalement, c'est plutôt un attention. J'ai remarqué que vous aviez certains manquements dans votre pratique et je vous invite à vous mettre en conformité le plus vite possible. Ça va être souvent sur des petites choses finalement qui sont assez faciles à mettre en conformité pour le professionnel. Après, on va avoir des mesures correctives où là, on est un peu plus fort, on va avoir des injonctions de la part de la DGCCRF qui va sommer le professionnel de se mettre en conformité dans un certain délai parce que c'est un peu plus grave, l'infraction qui serait commise au Code de la consommation, par exemple. Ce qui n'empêche pas de le doubler avec l'autre sanction, c'est la sanction administrative. La sanction administrative, j'allais y venir effectivement, où là, ça va être des amendes. Et donc, le montant peut être plus ou moins important en fonction. Les montants, en tout cas, qui sont prévus dans les textes peuvent être assez élevés. Et en fonction finalement du contrôle, de la coopération du professionnel dans le cadre de la communication des documents ou de sa participation active, il peut y avoir effectivement une démarche de bonne foi et la DGCCRF va se rendre compte que la mise en conformité finalement est proche et qu'il y a moyen. Alors, effectivement, on va revenir sur ces points-là, sur la manière dont on peut, en tout cas les sanctions sont prononcées, parce qu'effectivement il y a différents critères, mais il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on est dans le cadre de délits, le plus souvent, la DGCCRF va demander l'appui du procureur, en tout cas c'est contrôlé par le procureur, et si on ne parvient pas au paiement ou en tout cas à une résolution amiable de ce litige, parce qu'il peut y avoir des propositions de transaction de la part de la DGCCRF, dans ce cas-là, le procureur peut décider par lui-même de renvoyer l'entreprise, la société ou même l'entrepreneur devant un tribunal correctionnel afin qu'il soit jugé des faits qui lui sont reprochés, en tout cas sur ces délits. Le dernier point, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait en cas de contrôle? Là-dessus, bien souvent, l'avantage, c'est que le professionnel, il me semble, peut être alerté à l'avance d'un contrôle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Souvent, il reçoit une convocation, à part pour les exécutions spontanées où effectivement, c'est un enquêteur qui se pointe un beau matin pour aller vérifier. Quand même, bien souvent, on a une convocation et dans cette convocation, la DGCCRF commence à donner des indices finalement aux professionnels sur ce qu'elle a identifié comme potentiel manquement. Le non-respect du droit de rétractation, comme on l'a dit, les faux avis en ligne, ou le fait de présenter des produits en cuir alors qu'ils sont pas en cuir. Voilà, on va avoir ce genre de choses. Donc, elle va demander un certain nombre de documents aux professionnels qu'il devra recenser
avant la date de la convocation, de l'audience qui est dans la convocation. Et donc le but, c'est d'avoir effectivement le faisceau d'indices pour savoir quel type d'infraction il serait reproché aux professionnels, puisqu'il y a cet appel à la documentation. Et là, on va prendre des mesures correctives en amont. En tout cas, si vous souhaitez nous saisir, en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en conformité le plus rapidement possible. On va également aussi vous conseiller de communiquer les documents. Pourquoi? Parce que si on s'y oppose, finalement, on fait un peu obstruction et malheureusement, c'est réprimé, ou heureusement d'ailleurs, c'est réprimé par le Code de la consommation et on peut avoir des amendes à ce titre. Donc, l'avantage d'être transparent et finalement de se mettre en conformité va faire gage de bonne foi, ce qui va être bien évidemment pris en compte par les agents contrôleurs de la DGCCRF ou de toute autre entité type DDPP. Ce qui va permettre, bien évidemment, on l'espère, de limiter les sanctions, puisque les sanctions, et c'est là où on y revient, c'est que les sanctions sont quand même évaluées sur le produit délictuel qui a été tiré des actes qui sont reprochés. Donc on va effectivement demander, enfin la DGCCRF va demander le chiffre d'affaires, le listing des commandes, ce genre de choses, et va apprécier ce produit infractionnel pour fixer sa sanction. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que une fois qu'il y a cet appel à la documentation qui est fait, généralement, vous êtes convoqué à une audition. C'est ça. Pour cela, il faut la préparer. Exactement. Alors, il faut s'y préparer. Et donc, le but, bien évidemment, c'est de toujours être coopératif. Il faut bien vous préparer à cette audition afin que vous ne puissiez pas vous écarter de ce qui vous est demandé, puisque bien souvent, les gens parlent beaucoup trop. Donc, le but, c'est d'être précis et concis. Et surtout, de ne pas faire l'impasse sur les éventuelles incohérences, soit que vous avez relevé vous-même, soit qui auraient été relevées par le Conseil lors de la préparation de l'audience et du recensement des documents. Si par exemple, vous avez des incohérences dans votre chiffre d'affaires, dès lors que vous aurez communiqué les documents, la DGCCRF va le voir et elle ne fera pas l'économie de la question. Donc l'objectif, toujours dans cette démarche de transparence, c'est que s'il y a des difficultés qui ont été rencontrées par le professionnel, c'est de se préparer en fait à répondre aux questions de la DGCCRF qui viseront précisément ces points pour montrer sa bonne foi, montrer qu'on est éventuellement accompagné d'un avocat, même si on vient pas forcément avec lui à l'audience, mais qu'en tout cas on a bien compris qu'il y avait une problématique et qu'on n'est pas en train d'essayer de faire l'anguille et de ne pas se mettre en conformité sur certains points. Et donc une fois que l'audition est passée, qu'est-ce qu'on va faire? On se met en conformité si c'est encore nécessaire. Et puis, il peut y avoir des nouveaux appels à documentation. Voilà, donc il faut bien évidemment fournir les pièces dans la mesure du possible. Et à la fin, potentiellement, on va avoir une sanction qui va être prononcée. Donc soit il y a une négociation qui est possible, soit il n'y a pas de négociation qui est possible. Et puis, en fonction d'eux, il y a potentiellement effectivement un renvoi devant le tribunal correctionnel. Et donc, bien évidemment, le cabinet A se proposera de vous assister si on arrive à ce type d'extrémité. Donc, en conclusion, c'est assez simple, c'est-à-dire que les contrôles des CRF peuvent être particulièrement impressionnants et en étant pris à la légère, peut avoir des conséquences assez graves, que ce soit financières ou même morale, parce qu'effectivement, les personnes qui font l'objet d'un contrôle subissent un stress assez intense. Donc le but, c'est quand même de toujours être coopératif et réactif. Et à partir de là, normalement, tout devrait bien se passer. Et le cabinet As Avocat est rompu à ce type de pratique. Donc vous pouvez nous joindre à tout moment pour être accompagné dans ce type de procédure et on se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt sur un prochain podcast. Merci. Merci.